Merci de choisir la télé Futur Média pour vous informer. Mesdames, Messieurs, les titres de l'actualité de ce 20h. À Kaffrine, un vieil homme qui perd une main après que des voleurs lui ont asséné des coups de machette au bras et à la tête. L'homme tentait de se défendre contre des malfrats qui ont fait irruption nuitamment dans son domicile. On en parle en début d'édition. Le contentieux à la mairie de Dakar qui commence à impacter le travail des agents municipaux au building communal qui sert d'annexe à l'hôtel de ville. Le travail se déroule normalement. Seul hic, des lenteurs sont notées sur le flux administratif. La problématique de la gestion foncière au Sénégal, le CRAFS, cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, estime que toutes les tentatives de réforme foncière n'ont pas abouti. Par conséquent, la structure appelle à anticiper sur les législations. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bienvenue, bonsoir à tous. Des images qui peuvent heurter la sensibilité. Un vieil homme qui a perdu une main après avoir reçu des coups de machette au niveau des membres supérieurs et à la tête. Les faits se sont déroulés dimanche au quartier Ndjoben de Kaffrine où des voleurs se sont introduits nuitamment au domicile du vieux Modou Kandji. Ce dernier a été malmené par ses bourreaux. Un sujet signé Fatoumata Touré et Mamgor Wilane. Une nuit horrible pour le vieux Modou Kandji. Il perd subitement la main droite après avoir reçu des coups de machette d'un voleur qui a fait irruption dans son domicile au quartier Diamaguène Ndjoben à Kaffrine. Il revient sur le film de l'agression qui a eu lieu dimanche dernier vers les coups de 2 heures du matin. Vers 2 heures du matin, des voleurs ont fait irruption chez moi pour prendre mon vélo. J'ai entendu le bruit subitement, je me suis levé pour aller voir et c'est là que j'ai vu ces voleurs qui essayaient de faire passer le vélo au-dessus du mur. J'ai réagi en frappant l'un d'eux avec un bâton. C'est par la suite que j'ai reçu des coups de machette et subitement j'ai perdu ma main droite. Il a continué à me frapper à la tête en disant qu'il allait me tuer. J'ai riposté vigoureusement malgré mes blessures. Mon frère est sorti en entendant mes cris et il s'est battu avec lui jusqu'à le maîtriser. Après nous l'avons attaché. Un quartier où l'insécurité est galopante selon les populations qui lancent un cri du cœur. Nous avons vraiment peur. Nous craignons pour nos vies. Nous cohabitons avec ces voleurs. Mais depuis lors, nous alertons, mais rien. Ils volent nos bétails et personne n'ose parler. Parfois, nous sommes victimes de viols. Un jour, j'étais seule à la maison avec ma tante et un jeune homme est venu pour tenter de nous violer. Nous ne voulons plus vivre ces violences récurrentes. Pour la victime, la pilule est dure à avaler. Elle demande qu'une chose, que justice soit rendue. Je demande à la justice de faire son travail et je ne peux pardonner. Ce qu'ils ont fait à mon père est inhumain. Nous pouvions bien nous venger, mais nous sommes dans un pays de droit. La peur s'installe sur les visages de ces habitants de Diamaguène Ndjoben. Ils disent craindre pour leur sécurité et appellent les autorités à réagir. Un sujet signé Fatoumata Touré, toujours dans le même registre à Afé-Djolof, c'est dans le département de Linguère. Un célèbre éleveur dénommé Mor Sow a lui aussi reçu plusieurs coups de coupe-coupe avant d'être acheminé à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. C'est au cours d'une attaque à main armée des assaillants qui ont fait irruption dans plusieurs maisons de cette localité. Ils ont délobé plusieurs téléphones portables et blessé le célèbre éleveur. Nous écoutons à ce propos Cheikh Niang, il est le maire de Afé-Djolof. Il est interrogé par Mamadou Moustapha Ndiaye. Des malfaiteurs ont retrouvé Mor Sow dans sa chambre et lui ont asséné plusieurs coups de coupe-coupe. Lorsque je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y avait du sang partout, même dans sa chambre.
Lorsque j'ai interrogé sa femme, d'ailleurs qui est témoin des faits, elle m'a dit que l'attaque a eu lieu entre 2h et 3h du matin. C'est un inconnu qui a fait irruption dans la chambre. Aussitôt, Mor s'est levé pour voir qui était dans la chambre. C'est pendant ce temps que le malfaiteur lui a asséné 2 coups de coupe-coupe, l'un sur l'épaule et l'autre au bras. Mor a perdu beaucoup de sang. Il a été acheminé au poste de santé du village, ensuite au centre de santé Elisabeth Diouf de Dara Djolof. Actuellement, Mor est à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Les voleurs ont aussi pris des téléphones portables avant de prendre la poudre d'escampette. Vraiment perte notre deret du bari ci jamono boobu. Je vous le disais en titre, le contentieux à la mairie de Dakar commence à impacter le travail des agents municipaux. Des lenteurs sont notées sur le flux administratif, même si les activités se déroulent normalement au building communal plutôt, une bâtisse qui sert d'annexe à l'hôtel de ville de Dakar. Fatou Bintou Konté et Diafara Ba ont visité le building communal qui regroupe plusieurs services de la mairie de Dakar. Nous sommes au building communal, ici règne un calme plat, l'on peut même entendre une mouche voler. Les activités s'y déroulent normalement, même si hier la police était sur les lieux. Ça se passe normalement. Voilà, peut-être les effets du travail. Les effets du travail, peut-être par rapport à la situation, c'est inhabituel. Les effets sont inhabituels puisqu'il y a beaucoup de lenteur, n'est-ce pas, dans le flux administratif. Voilà, mais là, hier soir, la police était là hier soir, vers les coups de 20h, entre 20h et 21h. Voilà, mais ce matin, non, il n'y a pas de dispositif policier. Cette autre entité de la mairie de Dakar regroupe plusieurs services. Ce bras de fer entre le maire de la ville et l'État impacte négativement sur le travail avec des lenteurs administratives qui sont actuellement notées. Mais en tant que travailleur, il y a un impact qui s'abat sur nous, n'est-ce pas? On sent la chose directement puisque les missions sont au ralenti, n'est-ce pas? Les missions sont au ralenti puisque les orientations et les grandes décisions viennent de l'autorité municipale. Donc si à ce niveau les choses ne fonctionnent pas comme il faut, c'est sûr qu'il y a un impact à notre niveau. Il y a un relancement des activités. Pour les gestionnaires du building, on pouvait bien se passer de cette situation et opter pour un dialogue constructif. Le maire de Dakar, c'est une grande autorité, n'est-ce pas? Je pense qu'au niveau du sommet de l'État, il faudrait qu'on évite, n'est-ce pas, de fragiliser les collectivités locales. Si je dis fragiliser les collectivités locales, c'est fragiliser, n'est-ce pas, ceux qui sont à la tête des collectivités locales. C'est pas bon. Depuis quelque temps, la mairie de Dakar vit des embrouilles sans précédent, notamment la radiation de l'autorité suprême. Nous parlons à présent de cette interpellation du syndicat des travailleurs municipaux sur la fonction publique locale. Le ministre de tutelle appelle à la retenue et à l'engagement des maires des collectivités territoriales. Moussa Balla Fofana, président le forum des partenaires de la commune de Touré-Mbonde, a fait savoir que le processus menant à la mise en place de la fonction publique locale est presque à son terme. Moussa Balla Fofana, interrogé par Babacar Diouf. C'est l'intersyndical, constitué de 5 syndicats, avec qui nous travaillons depuis maintenant 7 mois. Aujourd'hui, nous avons tenu des travaux parce que, comme vous le savez, les revendications de l'intersyndical concernant les travailleurs relèvent de est-ce que nous avons une fonction publique locale complètement aboutie, et nous savons que ce n'est pas le cas. Est-ce que la fonction publique s'est prononcée sur qu'est-ce qu'on doit avoir comme fonction publique locale? Aujourd'hui, nous avons 16 000 personnes qui ont été recrutées par les municipalités. 16 000 personnes. Quand on fait la comptabilité, c'est 61 milliards qu'ils peuvent nous demander. Est-ce qu'on informe justement sur ça? Pourtant, on a beaucoup communiqué là-dessus. Et c'est pour ça que ça a pris du temps entre le ministère et l'intersyndical pour que nous prenions le temps de discuter sur les impacts au niveau du budget, les règles de recrutement sur la fonction publique, comment on gère cette masse salariale, est-ce que réellement on a 16 000 employés? Toutes ces questions, mais c'est un travail sérieux qu'on ne peut pas régler en deux temps, trois mouvements. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à ce que nous avons trouvé des accords. Nous avons rendu compte à l'autorité. L'autorité trouve que les propositions et les discussions que nous avons eues avec l'intersyndical, vraiment c'est de très bonnes propositions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne font que 2 jours par grève sur 3. Et
Normalement, nous devons nous rencontrer bientôt pour leur rendre compte et discuter. Et la prochaine étape, c'est que nous devons maintenant nous asseoir avec les maires. Propos recueillis par Babacar Diouf. Il est impératif aujourd'hui de signer des décrets pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. C'est ce qui ressort de l'atelier tenu à la Maison des élus locaux entre l'Union des associations des élus locaux et les représentants des personnes vivant avec un handicap. Des lois sont votées mais tardent à prendre corps selon le président de l'Union des élus locaux. Pour lui, ces lois devraient prendre en charge toutes les doléances des personnes à mobilité réduite. Nous écoutons à ce propos Malik Kébé. Il est le secrétaire général du réseau des parlementaires des personnes vivant avec un handicap. C'est important que le Sénégal se dote d'une autorité pour l'inclusion des handicapés. Parce qu'il y a beaucoup de dispositions au niveau effectivement des traités même. Je dois parler des traités de Marrakech. Où effectivement on doit tout faire pour que dans tous les services de l'État, dans tous les services qui sont là sur place, que ces handicapés, effectivement, les moyens et les trucs adéquats soient mis. On a vu qu'il y a au niveau du transport qu'il y a des avancées. Au moins, les gens auront maintenant effectivement pour rentrer dans le car une rampe pour pouvoir monter. On peut dire que bien sûr avec le bloc, bon disons, le retard effectivement donc avec les élections, on a pu comprendre qu'au Sénégal, depuis un certain temps, on a presque 2 élections qui sont là, qui bloquent l'avancée de certaines choses. Mais aujourd'hui, nous interpellons effectivement les autorités qui sont là aujourd'hui, qu'il y a 17 effectivement, textes qui sont en cours effectivement, donc, et qui ne sont pas encore effectivement signés. Et que c'est important que ces textes soient signés pour permettre effectivement... Donc, aider les femmes et les jeunes pour leur autonomie financière, un objectif de la commune de Fass-Gueule-Tapée-Colobane en collaboration avec le PNUD. Plus de 65 millions pour financer plus de 90 projets de femmes tabliers. La cérémonie de remise de ces financements s'est tenue ce vendredi. Écoutons à ce propos Abdouaziz Paye. Il est le maire de la commune de Fass-Colobane-Gueule-Tapée. Il est interrogé par Modou Fall. Avec l'ADPME qui a été le bras technique, parce que nous avons recensé tous les projets qui ont été déposés au niveau de la commune de Gueule-Tapée Fass-Colobane. Nous les avons transmis à l'ADPME en mettant en place un comité technique de pilotage de ces projets-là. Après que l'ADPME, le bras technique, ait pu faire son travail technique, des projets ont été sélectionnés. Et sur cette base de la sélection-là qu'on a pu financer 31 projets concernant des jeunes et des femmes de la commune de Gueule-Tapée Fass-Colobane dans le cadre de l'autonomisation des femmes, mais aussi dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable et notamment concernant la sécurité humaine. Il y a 31 projets que nous avons financés aujourd'hui et 90 femmes qui sont des tabliers. Parce que comme la commune est composée de 3 grands quartiers, nous avons fait le choix de voir les personnes les plus vulnérables qui sont dans ces quartiers-là en menant des enquêtes. Et après les enquêtes-là, 30 femmes ont été choisies à la Gueule-Tapée, 30 femmes ont été choisies à Fass, 30 femmes ont été choisies aussi à Colobane pour respecter un peu au moins l'esprit de l'équité territoriale. Et puis sachez que l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a quitté l'Alliance pour la République. L'annonce a été faite ce vendredi à Yoff Layène lors de la présentation du think tank ID que M. Sarr dirige. Entre moi et l'APR, c'est du passé. Je ne veux pas revenir sur les détails, mais c'est terminé. C'est ce qu'il a déclaré jusqu'ici. Il était le coordonnateur de la convergence des cadres républicains. Diouf Sarr dit se consacrer désormais à son think tank ID, une plateforme de réflexion et de proposition sur des sujets d'intérêt public. Je vous le disais en titre, la gestion foncière au Sénégal, le cadre de réflexion d'action sur le foncier au Sénégal s'y met pour une législation inclusive. Le cadre a partagé ce matin ses propositions en présence d'acteurs de la société civile et des chefs de village. Selon le CRAFS, toutes les tentatives de réforme foncière au Sénégal n'ont pas abouti. Par conséquent, il faut anticiper sur les législations. Al-Hassan Ba. Le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal veut anticiper sur la législation foncière. C'est ce qui justifie les travaux menés jusqu'ici et qui aujourd'hui font l'objet de restitution. Nous avons le code pastoral qui a été voté et que ces décrets sont déjà en préparation. Nous sommes en train d'évaluer la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique qui a été votée en 2004, qui devait être évaluée en 2024
La loi sur le domaine national, c'est une loi de 1964. Nous sommes d'avis avec l'esprit de la loi, mais nous sommes en train de fouetter le déroulement et la mise en œuvre de cette loi pour apporter des touches qui vont nous permettre d'innover et de permettre aux communautés locales d'accéder aux fonciers et aux fonciers sécurisés. Les chefs de village se réjouissent de l'initiative. Ils estiment que toutes les questions qui touchent aux fonciers doivent faire l'objet de discussions avec toutes les composantes de la société. Le foncier est quelque chose d'extrêmement cher sur la population. Et raison pour laquelle moi je pense qu'il faut toujours prendre en compte, mettre en avant l'intérêt de la population. C'est vrai qu'il y a des réalités qui sont un peu différentes de celles que nos grands-parents vivaient. Surtout quand je parle de la loi sur le domaine national qui date de 1964. Aujourd'hui, on est en 2024, combien d'années? Donc il est normal et urgent, je trouve même que c'est urgent de procéder à ces réformes-là, tout en mettant en avant vraiment l'intérêt de la population. Notre souci, c'est de créer des comités villageois paritaires qui vont donner leur avis sur la répartition foncière. Notre souci, c'est de dire, écoutez, nous ne devons pas dire non à l'agrobusiness, mais nous disons non à l'agrobusiness qui vient récupérer nos terres. Le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal va poursuivre les réflexions et veiller à ce que toutes les réformes qui seront faites soient mises en œuvre. Alassane Ba, bientôt la mise en œuvre de la doctrine nationale de la police de proximité. Celle-ci repose sur une sécurité participative, préventive, mais également inclusive, en parfait alignement avec les priorités stratégiques. La Banque Ouest africaine de développement a alloué à cet effet 30 milliards de francs CFA au Sénégal. La phase essai de l'installation des vidéosurveillances va débuter dans la banlieue dakaroise, une aubaine pour les délégués de quartier pour qui cette méthode va contribuer à renforcer davantage la sécurité dans leur localité. Habib Faye. Jawar Ndiaye est un ancien policier. Maintenant, il aide les victimes à écrire leurs plaintes. Il a bien accueilli la doctrine nationale de police de proximité qui sera bientôt mise en œuvre. La banlieue dakaroise va accueillir la première phase. Renforcer la sécurité, vraiment, c'est quelque chose que toute la population vraiment accepte. Et vraiment, on est prêt à les aider. On est prêt à les aider. Parce que cela va de l'opposition. Ce n'est pas pour nous, mais pour nos enfants. Pour nos enfants et nos petits-fils. Une initiative du ministère de l'Intérieur qui repose sur une sécurité participative, préventive et inclusive avec la participation de la BOAD d'un montant de 30 milliards de francs CFA. Ndiassantir est un quartier de Pikine Nord. Seul hic. Les grands combats, vraiment, n'eût été l'installation massive de par la mairie des poteaux d'éclairage, ça aurait été catastrophique. Le maire a beaucoup fait pour l'installation des poteaux d'éclairage. De Ndiassantir, nous nous sommes rendus à la cité 1. Ici, le conseil de quartier a pris les devants en matière de sécurité. Un comité a été installé depuis 2009. Selon le délégué, installer des vidéos de surveillance serait une aubaine. C'est nous qui avons pris en charge le comité de sécurité et de veille avec le conseil de quartier. Mais si l'initiative vient du ministre de l'Intérieur, c'est une aubaine. Ils appellent les populations à collaborer avec les autorités. La population doit collaborer parce que vraiment, dans chaque quartier, il y a des agressés. Dans chaque quartier, il y a des voleurs. Dans chaque quartier, il y a des vendeurs de chanvre. Mais si la population ne signale pas, la police ne peut pas être partout. Nous ne jouons pas le rôle de police, nous ne faisons que dissuader pour que quand les malfaiteurs verront qu'il y a un comité de sécurité, ils éviteront la zone. L'initiative va permettre aux forces de défense et de sécurité d'être visibles et accessibles et rassurant les populations par leur présence, en répondant aux préoccupations locales avec pertinence et efficacité selon le ministre.
Parlons religion à présent avec la ziara annuelle de Darou-Sam qui est prévue le 4 janvier 2025. Un événement inscrit dans l'agenda de la communauté mouride. Une ziara recommandée par le fondateur du mouridisme qui demandait à ses disciples de se rendre à Darou-Sam pour effectuer un ziar auprès de Serigne Massamba Diop. Un CDD s'est tenu pour préparer l'événement religieux. À ce propos, nous écoutons Serigne Moustapha Kane. Il est membre du comité d'organisation de la ziara. De l'eau et de l'assainissement, dans le domaine de la santé, de l'électricité, en tout cas, et de la sécurité. Nous avons parcouru avec les chefs de service qui étaient présents tous ces secteurs et des engagements ont été pris et nous prions véritablement pour que tous ces engagements puissent se réaliser, pour que véritablement la journée puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Donc la famille de Serigne Massamba Diop remercie vivement M. le préfet et le sous-préfet pour la diligence vraiment et la bonne conduite qui a été en tout cas menée pour ce CDD. Donc c'est une journée importante. On le rappelle toujours que Cheikh Ahmadou Bamba lui-même avait ordonné à tout dignitaire mouride qui venait lui rendre visite au moment de la disparition de Serigne Massamba. Il exhortait tous les dignitaires à partir faire le ziara chez Serigne Massamba Diop, compte tenu vraiment de tous les bienfaits que les gens pouvaient en tirer. Donc c'est ça qui est un peu historique, l'historique de la célébration de cette journée. Les gens y partaient individuellement, mais c'est le khalife général des mourides de l'époque, Serigne Saliou Mbacké, qui avait demandé qu'on en fasse une journée de ziara. Et je pense que le khalife général Serigne Mountakha Mbacké aussi a réitéré cela. Parlons à présent du Forum économique pour le commerce, l'investissement et la culture qui s'est ouvert hier à Banjul. La Gambie qui reçoit cette deuxième édition conjointement présidée par le vice-président de la Gambie, M. Mohamed Diallo, et le Premier ministre Ousmane Sonko, le chef du gouvernement du Sénégal, à la tête d'une forte délégation sénégalaise d'officiers et membres du secteur privé sénégalais. À Banjul, notre envoyé spécial, Abdoulaye Cissé. C'est ici, derrière moi, dans ce centre de conférence international baptisé Daouda Kairaba Diawara, inauguré au dernier sommet de l'OCI ici à Banjul, que la Gambie va recevoir le Sénégal dans la deuxième édition du Forum économique pour le commerce, l'investissement et la culture. C'est un forum presque multisectoriel. En plus des officiels, le secteur privé est là, en force. Les collectivités locales, gambiennes et sénégalaises aussi. Quand le Premier ministre Ousmane Sonko et le vice-président de la Gambie sont annoncés, le protocole a fini d'installer la salle. Autour des deux chefs de délégation, il y a les maîtres d'œuvre du forum, APIX pour le Sénégal et Gaïpa pour la Gambie. Dans un discours entièrement livré en Wolof, Ousmane Sonko a conquis les Gambiens au point que le vice-président de la Gambie s'excuse de ne pas pouvoir maîtriser nos langues locales autant que le Premier ministre invité. Des panels de haut niveau ont suivi la cérémonie d'ouverture, entre autres secteurs discutés, le transport, les énergies, l'agriculture et bien d'autres encore. Évidemment, c'est ici que réside la délégation officielle du Sénégal. Et c'est dans ces salons-là que le Premier ministre Ousmane Sonko va recevoir la communauté sénégalaise. Cette rencontre entre Ousmane Sonko et la communauté sénégalaise vient boucler cette première journée avant le jour 2 qui sera clôturé par un gala avec la légende gambienne Djaliba Kouyaté, comme pour rappeler que c'est un forum sur le commerce, l'investissement, mais aussi l'économie. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de Soir d'Info. Bonsoir.